Bonsoir à tous. Et à toutes, bien entendu. Bonsoir, Martine Leide. Bonsoir, Serge. Bonsoir, Jean-Marie Curichette. Bonsoir. Et donc, je viens de vous présenter les deux invités de ce soir. Il va falloir s'accrocher ce soir parce que ça va peut-être un petit peu dépoter pas mal. On va parler d'actualité, mais on va parler de l'actualité sous un angle un petit peu particulier. On va parler de l'actualité politique et de l'actualité en général avec Martine Leide. Qui a sa place tout spécialement ce soir à ce micro, puisque à Paris, le Front National est au cœur de l'actualité politique, puisqu'il présente un candidat, Patrice de Blinière, dans le 18-19e, et Martine est secrétaire général. Alors je connais, moi, ces titres-là, je me perds toujours. C'est secrétaire de la Fédération, on dit président, secrétaire départemental, secrétaire de la Fédération de Paris. Voilà. J'ai jamais su, le moi, les chef secrétaires des présidents. Voilà. Le chef de la Fédération de Paris. Voilà. Capo de tutti capi. Ça, c'est... Oui, enfin, c'est pas très joli, ça. Et Jean-Marie Curichette, c'est un nom que vous connaissez certainement pour beaucoup d'entre nous. Je crois que il est déjà venu à ce micro, d'ailleurs. Non, jamais. Non. Ah, c'est curieux. Jamais. J'avais le souvenir de t'avoir reçu. Alors, Jean-Marie Curichette, c'est le capitaine Curichette. Enfin, c'était, il y a 30 ans, le capitaine. Voilà. J'insiste sur le fait que c'était, parce qu'effectivement, il s'est passé chez cet homme une évolution, il s'est produit une évolution, on va en parler tout à l'heure, qui était assez extraordinaire. Quand on a lu son livre, qui est, à mon avis, un monument qui s'appelait Je veux la tourmente. C'est bien ça ? C'est ça, oui. Qui est un monument, qui est quelque chose ça fait partie des grands livres. Je le comparerais en mieux aux 7 piliers de la sagesse. Et oui, tu as beau faire la mimique, la moue, c'est vrai, c'est un livre très important, mais c'est un livre qui est d'une époque, et c'est un livre d'un homme, c'est-à-dire, c'est pas le livre d'une vie, c'est le livre d'une époque, d'une vie. Mais c'est un livre qu'on doit faire lire à nos enfants. Oui, c'est ça, c'est un livre indispensable. C'est un livre qu'on a dans sa bibliothèque. C'est un livre de révolte et de combat. Oui, c'est un témoignage. C'est le livre d'un mort-vivant. Oui. Aussi, oui, on peut voir ça comme ça aussi. Mais enfin, c'est surtout un témoignage pour redresser un certain nombre de présentations un peu faussées de ce qui a été à une époque donnée le combat pour l'Algérie française. Enfin, tel que moi, je l'ai vécu. Ah, toi, tu l'as fait. Pour moi, c'est rien de plus. Voilà. Tu as mené ce combat il y a 30 ans pour l'Algérie française. Tu l'as mené très 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 loin. On peut dire. Oui, à l'extrême pointe du combat. Oui. Et puis par la suite, tu as évolué, on va en parler parce que c'est pas inintéressant. Et là, tu publies un livre qui est quand même assez surprenant de la part de Jean-Marie Curichette, pour ceux qui ne savent pas et qui ne connaissent pas ton itinéraire. Ça s'appelle La lumière de la liberté. Et ceux qui connaissent le langage codé auront tout de suite compris de quoi il s'agit, puisque le sous-titre, c'est Témoignage sur l'initiation maçonnique. On va parler de ça, mais on va aussi parler avec Jean-Marie Curichette, ou Jean Curichette, puisque je sais que tu es comme Le Pen, toi. Un jour c'est Jean-Marie, Non, pas du tout. Ça a été Jean-Marie quand la police me cherchait. C'est probablement un scribe de la politique de la préfecture de police qui a mis un trait d'union là où il y avait une virgule. Mais moi, je me suis toujours appelé Jean. Mes parents, mes frères, mes sœurs, mes amis, ils m'ont toujours appelé. Ce n'est que depuis l'apparition du premier livre, pratiquement que voilà, on a gardé cette. Voilà, exactement. Alors, oui, je disais, on va parler de l'actualité d'une façon. Enfin, j'aimerais bien qu'on parle de l'actualité d'une façon un peu particulière parce que Jean Curichette défend une théorie, qui est la théorie des cycles historiques. C'est pas seulement une théorie, c'est pour toi une certitude, une conviction, étayée, appuyée. Oui, c'est-à-dire que ça a été la façon de concevoir l'histoire jusqu'à il y a quelques siècles. C'est-à-dire que, disons, c'est la théorie qui a suffi à expliquer pour des générations et des générations d'historiens le déroulement de l'histoire. Et aujourd'hui, enfin, quand je vois
comment dire, la confusion de l'époque, je suis pas étonné parce que ou bien on admet une vision cyclique de l'histoire et on comprend l'époque dans laquelle nous vivons, ou bien on croit à un progrès linéaire de l'histoire, de la marche de son sens, etc., et de la marche de l'humanité, et là on se plante complètement. C'est ce qui est en train de se passer. Il n'y a plus aujourd'hui un futurologue, il n'y a plus un prévisionniste qui ne se soit pas trompé 10 fois dans sa vie. Ça n'empêche pas de continuer à prévoir et à dire le futur, mais ça n'existe pas. Enfin, je veux dire, ça n'a aucune espèce de valeur. Alors, il n'y a peut-être pas un seul prévisionniste qui ne se soit pas trompé, mais moi j'en connais un qui, si je me souviens bien, en 62-63, écrivait des choses qui, point par point, se produisent aujourd'hui. Et je ne retrouve pas dans ton livre, mais peut-être que tu te souviens à quel endroit c'est cette citation de toi-même que tu rappelles à propos de l'islam, du rôle de l'islam. Oui. Alors c'était à propos de l'Algérie, mais je ne retrouve plus ce texte. Non, je ne pense pas que je l'ai repris là. C'était dans l'autre ouvrage. C'était pour expliquer au fond contre qui on s'était battu en Algérie. Je pense qu'il y a eu on s'était trompé sur l'adversaire. En fait, on s'est battu contre l'islam. On s'est battu contre un islam qui était en pleine période de renaissance depuis les années 30. Et je disais, moi, que finalement, il me paraissait pas exclu qu'un jour, si vraiment cette renaissance était autre chose qu'un épiphénomène et que quelque chose de totalement conjoncturel en Algérie, par exemple, au Maghreb, on assiste de nouveau à une marche en avant des cavaliers du prophète, qui adopteraient des formes plus coulées, plus modernes, qui consisteraient en particulier à une sorte de flot, de flux migratoire très important. C'est effectivement en gros ce qui s'est passé. Et c'est vraisemblablement ce qui risque de se passer encore plus demain. Alors, à ce propos, je crois que le plus important, le phénomène en lui-même est très important, on en parle, et Martine, en tant qu'élue du Front National, vous savez mieux que n'importe qui l'importance, vous connaissez mieux que n'importe qui l'importance du phénomène. Mais curieuse, mais il y a un autre phénomène qui est un phénomène connexe ou subséquent ou parallèle, je ne sais pas trop comment il faut dire, et qui est à mon avis plus important encore, c'est le phénomène de la censure médiatique. Oui, mais le phénomène de la censure médiatique est un phénomène important actuellement. Je crois qu'il y a eu une époque où, concernant le Front National, par exemple, les médias s'étaient un peu ouverts aux idées du Front National. Ils avaient souhaité entendre nos arguments, faire participer nos élus et nos dirigeants à un certain nombre de débats. Et il faut vous rappeler une période où, notamment sur la 5, nos élus allaient très souvent pour participer à des débats. Ça s'est trop bien passé. Ça s'est trop bien passé parce que d'abord, nous arrivions parfaitement bien à faire passer nos idées, à dire ce que nous voulions, à débattre avec toutes les personnes avec lesquelles on nous appelait, on nous invitait. Et ensuite, le résultat a été tellement excellent pour le Front National que les médias ont pris un chemin inverse. Et on ne parlera plus du Front National. Alors, bien sûr, on peut le faire pendant une certaine période. Oui. C'est d'ailleurs dommageable. C'est dommageable à bien des points de vue, puisqu'on n'arrive plus à avoir l'opinion d'un grand parti politique quand même sur un grand nombre de sujets. Et particulièrement, j'en ai pour preuve l'affaire de Schengen, quand il y avait eu des débats, le traité de Maastricht, et dans tous les grands débats européens, on n'a pas entendu le Front National, bien qu'il ait été un des mouvements qui ait défendu le mieux et le plus fort le non à Maastricht. Mais cette censure ne sert absolument à rien, et on en a la preuve en lisant. Mais elle sert à rien. Les résultats sont nuls, puisque je lisais tout à l'heure dans Globe Hebdo que il s'inquiète parce que le Front National continue à gagner des voix, vrai, et il lui donne 18% des suffrages. Oui, vous vous rappelez que dans un journal, je crois que c'est dans le Nouvel Observateur, où on a expliqué que, ou c'est dans le Point, je ne sais plus, on a expliqué que le Front National continue à progresser malgré le silence médiatique. Et on parle sans arrêt, comme le fait remarquer un auditeur, on parle sans arrêt depuis quelque temps du Parti communiste. Aujourd'hui, dans tous les journaux, radio, télévisés, dans toute la presse écrite, on parle du Congrès, de ce qui est devenu un groupuscule, il faut bien le dire, mais ça n'empêche pas le Parti communiste de continuer à devenir un groupuscule. Donc le fait qu'on en parle ou qu'on n'en parle pas n'est pas très important. Ce qui me paraît plus important, plus dommageable à l'information en général et à l'appréhension de la réalité de la situation par le public, par le peuple français, c'est la censure, pas forcément des
orateurs du Front National, mais la censure de la vérité, de l'actualité. Là, on en a un exemple. Je veux dire, la censure de l'actualité et de la vérité quand elle va dans le sens de ce qu'on dit. Et là, on en a un exemple qui est stupéfiant, littéralement. C'est une information qui est parue dans le Figaro du 24 janvier 94, c'est-à-dire avant-hier. C'est un auditeur qui m'adresse ce fax, cette photocopie, qui me faxe cette photocopie d'une page. Alors, c'est une page de petites informations, en bref. Ça s'appelle en bref. Hein. Vous voyez, et je vous montre, on peut pas dire qu'ils aient fait la une avec ça. Donc, dans ces il s'agit de 2 colonnes à l'intérieur du journal, où on apprend de petites informations sans beaucoup d'intérêt, et on lit la chose suivante: Grigny, affrontement entre bandes, 5 blessés. Alors déjà, le titre est mensonger, et vous allez le voir en lisant l'article. Des incidents qui ont opposé hier matin à Grigny et Essonne, c'est pas en Somalie, hein, c'est dans l'Essonne. 2 groupes de jeunes ont fait 5 blessés graves. Hier à 5h20, dans la cité de la Grande Borne à Grigny, à l'issue de 2 soirées, l'une antillaise, l'autre congolaise, 2 groupes se sont affrontés. Certains jeunes étaient porteurs d'armes à feu, à grenaille. Au total, 17 personnes ont été blessées, déjà c'est plus 5, c'est 17, dont 5 grièvement. Aucune interpellation n'a été opérée. C'est-à-dire que, mais ça, vous le voyez dans une colonne du Figaro, voilà, quoi, 10 lignes, 12 lignes, minuscules dans un coin de page. Il faut savoir une chose, c'est que c'est tous les jours, à Lille, à Montpellier, à Bordeaux, à Marseille, à Paris, dans la banlieue, à Lyon, à Rouen. À Rouen, vous avez des cités qui sont des cités interdites dans lesquelles on ne peut pas entrer. Tous les jours, dans toute la France, il se passe ce genre de choses. Pillage de supermarchés, bataille rangée entre bandes, guerre raciale, guerre tribale. Tout à fait. Et naturellement, personne n'en parle, absolument personne. Oui, en revanche... Il faut dire que si on en parlait, ce sera à tous les instants. Bah oui. Non, mais ça sera à tous les instants, c'est vrai. Puisque quand on habite Paris, moi j'habite les Yvelines, je travaille à Paris, j'ai fait campagne à Paris, mais j'ai aussi fait campagne pour les régionales dans les Yvelines. Vous avez tout à fait raison, il y a des villes apparemment tranquilles, ou qui étaient apparemment tranquilles, dans lesquelles on avait relevé des documents et on avait vu écrit sur les murs: à partir d'ici, ce n'est plus la France. Et où les policiers n'entraient plus. Les policiers n'entrent pas parce que d'abord, bien sûr, ils aimeraient bien rétablir l'ordre, ils aimeraient bien faire leur métier. Mais s'ils procèdent à une interpellation, il faut savoir aussi que le lendemain matin, ou le surlendemain matin en tout cas, ils retrouvent les jeunes voyous qu'ils ont interpellés et qui sont, comme vous venez de le dire, en possession d'armes à feu ou d'armes blanches. Ils les retrouvent dans les rues, en train de les narguer, voire en train de les menacer, et pourquoi pas de les attaquer ou d'attaquer leur famille. Alors on ne peut pas tout de même demander trop aux policiers. Mais si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est de comparer, par exemple, le raffut médiatique qui a été fait autour de la toute petite histoire, il n'y a même pas d'histoire d'ailleurs, de la photographie de la Villa Sidos. Je vous rappelle qu'il y a quand même 2 garçons en ce moment même où je parle qui sont en prison sur l'accusation d'avoir photographié la villa de monsieur, je dis la Villa Sidos, la Villa Gobert, la villa de monsieur Gobert à Deauville. Ça fait maintenant plus d'un mois qu'ils sont en prison. Ces gens-là sont en prison pour avoir fait des photos et pour avoir détenu chez eux des armes parfaitement légales et dûment déclarées, puisque l'un d'eux est membre d'un club de tir. Il avait déclaré toutes ses armes d'entraînement, et enfin toutes ses armes, comme s'il avait d'ailleurs un arsenal. Il devait avoir 3 armes d'entraînement comme à peu près tous les amateurs de tir, et l'autre avait un vieux flingot de chasse, comme 90% des Français de la campagne en tout cas, qui est accroché au-dessus de la cheminée, et à cause de ça, ces gens-là sont en prison depuis plus d'un mois. Ça a fait la une de tous les journaux, de toutes les radios et de toutes les télévisions pendant au moins 15 jours. On a dit que M. Gobert avait échappé à un attentat, on a dit des conneries de ce genre. Ça a fait un raffut formidable. Eh bien, à côté de ça, à Grigny, voilà, vous avez des bandes d'Antillais, des bandes de Congolais qui se tirent dessus à coups de fusil. Il y a 17 blessés, 5 blessés graves. 5 blessés graves, c'est pas rien quand même. C'est une tuerie. C'est ce qui se passe, toute proportion gardée, c'est ce qui se passe aujourd'hui au Malanga ou dans je ne sais quelle peuplade
C'est ce qui africaine. s'appelle le mépris des Français et la préférence congolaise, ou appelez-la comme vous voudrez. C'est-à-dire Alors, qu'on les laisse faire tout ce qu'ils veulent. Jean-Claude Chatte, est-ce qu'il y a une période dans l'histoire qui ressemble à cette période qu'on connaît? C'est-à-dire ce mélange de veulerie, d'affaissement, de prosternation de la part du peuple qui est censé être chez lui, en face de gens qui sont des visiteurs. Oui, moi je vais certainement vous surprendre et vraisemblablement vous scandaliser aussi et scandaliser les auditeurs, mais il se trouve que la période actuelle, elle est une période de confusion, mais de confusion dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que, en effet, en fin de cycle, comme nous sommes à l'heure actuelle, en fin de cycle, il y a cette espèce de mouvement des peuples dans tous les sens et ce brassage énorme et qui va de pair avec un brassage une perte des valeurs, une perte du sens et des gens qui tournent comme comment dirais-je, comme des hannetons dans des bocaux. Alors, bien sûr que quand on le prend au coup par coup, quand on a une analyse parfaite, on peut être surpris, révolté, mais moi je dis c'est pas un accident, c'est pas une succession d'accidents. Nous allons voir ça et d'une façon beaucoup plus générale encore. Bon, mais ça bon, c'est vrai que c'est une position un peu facile. Mais moi, je vis au Pays Basque. Ça veut dire que je vis chez moi, parmi les miens, et tout ça pour le moment ne nous concerne pas. Et je crois qu'il y aura des îlots comme ça, de gens qui seront... Oui, mais vous n'êtes pas inquiet quand même de la destruction de notre population, parce que c'est à ça qu'on assiste. Aujourd'hui, il y a quand même un effondrement démographique et un effondrement de la natalité en France, conjugué, c'est vrai, à un certain nombre de situations, divorce, manque de mariage, changement dans la mentalité des femmes, travail important des femmes. Tout se rappelait d'ailleurs ce matin, sans beaucoup de honte, Madame Codaccioni qui découvre ça aujourd'hui, alors que nous, ça fait tout de même 30 ans que nous le disons et que nous le savons. Et à ce moment-là, il y a une progression et un flux migratoire important, une explosion de la natalité dans un certain nombre d'autres pays. Moi, ce qui m'inquiète tout de même, c'est de voir mon peuple en danger. Peuple français. Parce que c'est inquiétant, ça, tout de même. Oui, c'est inquiétant. Oui, bien sûr. Disons, moi, je ne veux, comment dirais-je, je ne suis pas un politique. Non, mais vous dites, je vis parmi les miens. Oui, je vis parmi les miens. Les vôtres sont de plus en moins nombreux. Les miens, je dis, aujourd'hui, on a peut-être, c'est peut-être une mentalité de repli, c'est vrai. Moi, je vis, oui, parmi les miens. Mais moi aussi, je vis parmi les miens, mais... je dis pas que je me sens pas concerné par ce qui se passe au-delà du Pays Basque, c'est pas ça. Mais je ne m'en sens pas en charge. Alors, ce que je crois comprendre, c'est que c'est une position, c'est une forme de fatalisme en fait, c'est ce qui consiste à dire on vit dans un système cyclique. On est à un point du cycle où les choses se passent comme ça, et au fond c'est naturel qu'elles se passent comme ça. C'est pas agréable, mais c'est naturel. Oui. C'est inévitable. Oui, mais alors dirais... quoi qu'on fasse. Non, parce que finalement dans ce, parlons plus clair et faisons un pas de plus. Bon, est-ce que dire qu'il existe un plan de la Providence, par exemple. Est-ce que c'est être fataliste que de dire moi je pense voir à peu près ce qui se passe, comment les choses se passent, je ne m'oppose pas, je ne me bats pas. Mais est-ce que justement ça c'est très important quand tu dis je me bats pas, mais ça suppose que tu penses que ce qui arrive que se battre contre ce qui arrive, c'est se battre contre le plan de la Providence. Mais on peut imaginer exactement le contraire. C'est vrai. On peut imaginer que la Providence veut qu'on se batte et que c'est les autres qui vont contre le plan. Vraisemblablement, c'est l'un et l'autre. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ce processus, il y a effectivement, par exemple, imaginons que chacun ait un sens à donner à sa vie. Il y a effectivement des gens, je crois, pour qui le sens, c'est en effet d'essayer de monter une digue contre ça. Même si
ça n'a aucune espèce de chance de réussir. En Algérie, aujourd'hui par exemple, 30 ans après, moi je me dis, ce qu'on a fait, il fallait le faire. Et c'est vrai que ça a peu de chances de réussir, alors, mais il fallait le faire. Justement, à une époque de ma vie, il a fallu... Parlons de l'Algérie, parce que tu as été non seulement officier en Algérie, tu as fait partie de ce qu'on appelait à l'époque les capitaines, c'est-à-dire ces gens qui étaient des officiers qu'on pouvait imaginer, qu'on pouvait dire être des officiers de la grande tradition, c'est-à-dire pas seulement des officiers qui venaient prendre un commandement, qui faisaient leur boulot et qui rentraient chez eux, mais des gens qui avaient pris à cœur la destinée de l'Algérie, le destin de l'Algérie, qui avaient un projet, plus qu'un projet politique, on peut dire un projet métapolitique pour l'Algérie, qui voyaient un destin pour l'Algérie, qui se sont battus avec leur peau, avec leur vie, avec leur âme, pour la réalisation de ce projet, qui ont échoué, qui ont payé leur échec le prix du sang. Et alors aujourd'hui, quand tu vois ce qui se passe en Algérie, quand tu vois cette folie sanguinaire, on s'aperçoit aujourd'hui, on commence à savoir, il y a au minimum 5 à 600 morts par jour en Algérie, dans des attentats, dans des assassinats, dans des affrontements armés entre l'armée algérienne, le FIS, des mouvements dissidents, etc. Il va probablement se déclencher assez rapidement une sécession de la Kabylie qui va être aussi très probablement écrasée dans le sang, parce que les Kabyles, ils ont des fusils de chasse, eux aussi d'ailleurs, et puis en face, ils ont quand même une armée. Donc, quand tu vois ce qui se passe aujourd'hui, et qui est quand même, qu'on le veuille ou non, la conséquence de la défaite, je répète, métapolitique, pas la défaite militaire, que tu as essuyé avec des centaines de tes compagnons de combat il y a 30 ans, quelle est ta réaction? Est-ce que tu te dis c'était inévitable parce que c'était inscrit dans le cycle, ou on aurait pu surmonter ça et on aurait pu éviter ce gâchis épouvantable? Parce que ce gâchis, il est terrible dans la mesure où il va déclencher, il est terrible d'abord dans la mesure où il est en train de faire crever l'Algérie, ça c'est un fait, et on ne peut pas accepter, même si on n'a pas beaucoup de sympathie pour l'Algérie d'aujourd'hui, on ne peut pas accepter de gaieté de cœur de voir des milliers de jeunes hommes et de jeunes femmes qui sont abandonnés dans une misère effroyable et qui sont massacrés et qui vont crever. Mais on ne peut pas non plus tolérer l'idée que, sous prétexte qu'ils sont pas bien chez eux parce qu'ils ont foutu la merde depuis 30 ans, ils vont venir se réfugier chez nous maintenant. On est partagé entre ces deux sentiments. Alors, toi, comment tu vois la chose? Oui, mais encore une fois, disons, le fait de ne pas voir d'un œil totalement neutre et désincarner en quelque chose ce qui se passe là-bas, c'est une chose. Mais d'un autre côté, après tout le monde était d'accord pour leur laisser aux gens à qui on a laissé l'Algérie, aussi bien les gens avec qui on a traité là-bas, à savoir le FLN, que les Français qui ont voté, etc. Alors moi aujourd'hui, venir me dire qu'on a quelque chose à faire là-bas, je suis pas sûr du tout. Je suis pas sûr du tout qu'on est. C'est pas un peu, mais à la limite, c'est comme la Yougoslavie. Quand ce sont les pompiers qui viennent, les incendiaires qui jouent les pompiers après, moi je ne marche pas. Ceci dit, c'est pas sur ce plan-là que ça me paraît, moi, intéressant. Moi, ce qui me paraît intéressant, c'est l'islam ne m'intéresse que par les soufis. Ne m'intéresse que par les gens qui ont recherché et qui ont fait des recherches sur le plan spirituel. Et moi, je regrette, mais je suis plus proche d'un soufi intellectuellement et sur le plan spirituel, plus proche d'un soufi musulman que d'un matérialiste ou que d'un communiste français. Que de Monseigneur Gaillot. Je suis plus proche, c'est tout. Pourquoi? C'est pas une position très originale. Non, mais quand je dis que je suis proche, ça veut dire que si j'ai à partager avec lui une table ou une discussion, je sais de quoi parler et nous aurons des points de rencontre. Pas avec l'autre. Pas avec le matérialisme, même s'il est tricolore. C'est certain. Mais cela dit, je trouve quand même cette position, cette espèce de retrait, c'est très récent, parce que il y a encore pas très longtemps, tu t'es engagé d'une façon personnel très avancé aux côtés des combattants chrétiens du Liban. Mais à propos, c'est vrai que j'ai eu effectivement des liens d'amitié avec Bachir Gemayel, que j'ai vu tout ça de très près. Mais je dirais que c'est là-bas que j'ai compris que l'affaire algérienne était absolument injouable. Au Liban. J'ai mis du temps, mais parce que je me suis rendu compte que, au fond, l'islam était aujourd'hui tellement en montée de puissance,
tellement intolérant qu'il ne pouvait pas tolérer, il ne pouvait pas accepter que vive dans son sein une minorité qui ne soit pas musulmane. Et qui pourtant, disons qu'il n'y avait plus de trait commun, ou disons de passé commun entre un maronite chrétien et un musulman libanais, qu'entre un pied noir français et un musulman algérien. Et c'est là où je me suis dit, mais c'est vrai quoi, en fait, c'était pas jouable. C'était pas, sûrement, mais je m'en suis rendu compte, encore une fois, 30 ans après, et au Moyen-Orient. Mais là, c'est d'une part, il y a quelqu'un comme Martin Lehide qui mène un combat politique contre des conséquences que toi-même tu reconnais comme inéluctables, en tout cas, enfin que tu penses inéluctables. Martine, elle les croit évitables. Oui. Alors, si les choses ne sont pas évitables dans la vie, elles ne vaut pas la peine d'être vécues. Moi, oui, c'est là, s'il y a une prédétermination, c'est pas supportable. Oui, mais vous avez dit tout à l'heure, je ne suis pas partisan, ou je ne veux pas être de ceux qui vont monter une digue. Moi, d'abord, je m'aperçois qu'à un moment, on est obligé de la monter. On est obligé de la monter, mais ce sont les autres qui l'ont voulu. Parce que je suis beaucoup plus qu'une politique, je suis une femme. Et je suis une femme de France. Et je suis une Française, je suis née dans ce pays. C'est comme ça. Et je souhaite que ce pays reste ce qu'il a été, qu'il conserve sa beauté, sa grandeur, ses traditions, sa force, sa religion dominante, et léguer à mes enfants ce qui m'a été donné. Alors, les autres, les gens qui ont dirigé ce pays, et il y a des responsabilités nombreuses, et de tous côtés, religieuses, économiques, politiques, sociales, d'hommes et de femmes qui se sont honteusement et odieusement comportés à l'égard de leur pays. Et parce que ceux-là nous ont amenés dans cette situation, un jour, j'ai pris le chemin de la politique. Je l'aurais sans doute jamais pris, vraiment, si tout s'était passé comme cela aurait dû se passer. Mais, voulez-vous, on avait confié la France, ou alors les Français avaient élu un certain nombre de gens qui n'ont pas fait leur devoir et qui nous ont livrés, quelquefois d'ailleurs, à l'ennemi, et par bien des conséquences ensuite qui ont été néfastes et désastreuses pour le pays. Nous en sommes là. Bon, moi je comprends parfaitement. Non, mais je comprends parfaitement votre position. Mais de votre côté, comprenez que moi, je dis, c'est pas du tout mon. Je suis, disons, c'est pas le plan sur lequel je vis et j'avance et je donne aussi. Mais vous êtes un peu inquiet de l'avenir du pays quand même, non? Inquiet de l'avenir du pays. Moi, je sens une chose, il y a une espèce d'hypocrisie dans ton discours. Enfin, d'hypocrisie, c'est pas le mot. Il y a une espèce d'inconscience dans le discours. Parce que tu nous dis, moi je suis dans mon Pays Basque, je me sens pas concerné par ce problème-là. Bon, si. Mais parce que ton Pays Basque, il est à l'abri de ça, c'est-à-dire que c'est un endroit où, peu ou prou, la culture est préservée, les traditions sont préservées, la langue est toujours vivante, elle n'est pas agressée par tous ceux qui agressent la langue française. En revanche, nous, en France, qui est notre Pays Basque à une échelle supérieure, si tu veux, moi j'aime la France autant que tu peux aimer le Pays Basque, et quand je vois ce qui se passe, je pense que s'il arrivait au Pays Basque ce qu'il arrive à la France aujourd'hui, c'est-à-dire si d'un seul coup tu voyais une invasion, une véritable invasion de peuplades halogènes, une montée en flèche de la délinquance, la drogue distribuée aux gosses, la pourriture, fast-food, musique de nègre, tu ferais comme nous, tu prendrais un fusil moral, et tu dirais je peux pas supporter cette situation. Non, c'est là où on n'est pas d'accord, parce que si tu veux, moi je considère que cette espèce de repli en repliant là-bas, j'anticipe sur ce qui va se passer. J'anticipe. Et si ça se passait, comme tu me dis, eh bien, j'achèterais ou je louerais un caillolard dans la montagne et j'irais mettre dans la montagne. Autrement dit, moi, dans une vie, il faut voir, dans une vie, il y a plusieurs phases dans une vie. Moi, la phase action, je considère que je l'ai remplie et complètement remplie et jusqu'au bout. Attendez. Vous n'êtes pas en cause, hein. C'est pas un homme qui est en cause. Non, mais si, parce que. Ça va bien au-delà de ça. Parce que moi, je veux pas généraliser. Ce que je dis est valable pour moi. Je dis pas faites comme moi.
Je dis, moi c'est comme ça. Je fais comme ça, et je suis en plein accord avec moi-même. Mais encore une fois, je comprends que les autres fassent différemment. Non, mais tout à je comprends fait. que des gens se battent, et des gens se battent sur ce plan-là. Moi, je me bats plus sur ce plan-là. Mais, si vous voulez, je crois par exemple que en vivant d'une certaine façon, et même à la limite par la méditation ou par la prière, il n'est pas exclu qu'on soit aussi efficace que les gens qui collent les affiches. Mais non, l'efficacité, C'est un choix des voix, c'est plus ma voix. Non, mais ça, Voilà. je comprends. C'est Alors, ça que je veux écoutez, dire. je comprends parfaitement. Je suis bien assez tolérante pour comprendre que chacun prenne la voie qui est la sienne, et vous avez pris des voies différentes à des moments différents de votre vie. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que et quand on parle, par exemple, de choses plus simples, qui sont les campagnes électorales que nous menons, moi, je suis parisienne. Je suis pas du Pays Basque, mais je suis parisienne. Donc, cette ville est ma ville, et c'est un amour immodéré que je lui porte. Et quand je vois les gens, les Parisiens, les Français, vivre dans des situations aussi dramatiques que Serge a décrit tout à l'heure, de drogue, d'insécurité, quand je vois à quel point on favorise ceux qui ne sont pas de ce pays, qu'on laisse entrer illégalement, à qui on donne l'argent qui leur est dû, à qui on donne les prestations sociales, économiques, quand vous voyez dans l'arrondissement dans lequel nous nous battons en ce moment à Paris, des gens dont on a gâché la vie, tué la vie, parce qu'on leur a enlevé leur commerce, parce qu'on les a empêchés de travailler, parce qu'on les a mis au chômage par une mauvaise gestion économique et sociale, parce que ce sont des gens qui avaient, en travaillant comme des forcenés, acheté un petit logement et qui n'ont plus rien, pour lesquels c'est invendable, leur femme ne peut plus sortir le soir, leurs enfants meurent d'overdose dans les hôpitaux, et quelquefois on les renvoie chez eux pour donner la place à d'autres. Mais c'est la réalité de la vie à Paris et dans un certain nombre de grandes villes. Dans nos campagnes, vous avez les enfants de nos paysans qui ont été envahis par des colonies turques qui sont venus leur vendre de la drogue. La souffrance de ces enfants qui sont des enfants français m'est insupportable. Et elle est insupportable de plus en plus à un certain nombre de nos compatriotes qui veulent se battre pour que ça change. Nous n'avons pas demandé à ce qu'on nous torture, à ce qu'on nous fasse vivre comme ça. Nous avons demandé à demeurer tranquilles aussi, nous, dans notre pays. Nous avions peut-être envie, nous femmes, de demeurer des épouses tendres et aimantes, des mères de famille, des femmes qui avons choisi une carrière. Nous avons peut-être envie de vivre tranquillement, aussi de prier, aussi d'aller dans des musées, voir des expositions, mais il se trouve qu'aujourd'hui, je sens mon pays en danger, et que nous avons, à mon avis, l'envie de le faire, et pour certains, je crois, le devoir. Oui, enfin moi je veux pas me partir sur un terrain qui est pas le mien, où je suis beaucoup moins comment dirais-je armé d'arguments que vous, mais je vais vous répondre d'une façon un peu ringarde, mais je dirais qu'au fond tout ce que vous décrivez là, à peu de choses près, ça a été le malheur d'un million de pieds noirs qui sont rentrés dans l'indifférence quasi générale. Je parle pas de vous ni de vos amis, hein, mais dans l'indifférence quasi générale. Et les gens, ils ont parfaitement en France assumé ça, cette France que vous me décrivez. Si aujourd'hui il y a un choc en retour, mon Dieu, vous savez, je dis pas que tout se paie, ni que tout est, je peux pas me passer sur le plan de la morale, mais je me placerai sur le plan de l'équilibre simplement. Si vous aggravez terriblement le poids de la balance des négativités d'un être, d'un groupe ou d'un pays, il faut penser qu'un jour ou l'autre, il faudra que ça se rattrape, ça. Qui vous dit qu'au fond, cette espèce d'immigration qui effectivement nous porte, c'est pas ce qu'on paie, c'est la lâcheté de ne pas avoir voulu faire l'effort qu'il fallait peut-être consentir à une époque. Je dis pas pour régler, je dis même pas pour rester en Algérie, mais je dis simplement pour régler autrement le problème, dans moins de sang, dans moins de qui sait. Vous savez, croyez-moi, je suis pas très fière de ce qui s'est passé à cette époque-là. Je comprends tout à fait votre réaction. Je dis pas que c'est pas une réaction de comment dirais-je je suis pas, ma vie s'est pas arrêtée là. La preuve, c'est ce livre, c'est tout l'engagement que j'ai pris depuis. Mais c'est la chance peut-être, c'est ma chance à moi de ne pas faire de politique et donc de ne pas être en prise sur le terrain. Donc avoir ce recul qui me permet, c'est vrai, je te l'accorde peut-être, Serge, une position un peu, oui, c'est celle je sais pas, de celui qui a du recul, je veux pas dire du sage, ni de l'ermite, ni du philosophe, mais de quelqu'un, ou du moine, mais quelqu'un qui a du recul. Mais encore une fois, qu'est-ce qui est plus efficace? C'est le moine qui prie, ou c'est le soldat qui se bat? Les deux.
Ben oui, mais on peut pas faire les deux. Alors, faut Alors vous choisir. choisissez l'épée, moi En je tout cas, choisis ce qu'il y a de autre chose. sûr, c'est qu'en France, on fait ni l'un ni l'autre pour l'instant, à quelques exceptions près. Et j'en prendrai un exemple. C'est un auditeur qui nous téléphone, enfin qui nous faxe un petit mot pour nous rappeler cette anecdote récente, qui montre bien la différence de comportement entre une force qui monte et une faiblesse qui s'accroît, si j'ose dire. C'est l'affaire des versets du Coran sur la robe Chanel. Oui, bien sûr. On a vu, moi je me souviens des défilés de Castelbajac l'année dernière, enfin cet été je crois, ou de je sais plus quel autre, où on voyait des mannequins nichons à l'air avec des crucifix de 50 cm de large au milieu des seins, même une espèce de, passez-moi l'expression, de pétasse, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, télévisuel l'autre jour, qui disait moi je porte, j'ai mis Jésus à sa place parce qu'elle avait un énorme crucifix. On lui dit vous êtes catholique, lui non, on m'en fout de ces conneries. Moi j'ai mis Jésus à sa place entre Saint-Pierre et Saint-Paul. Je les appelle Saint-Pierre et Saint-Paul, naturellement. Je préfère pas dire quelle est sa place à elle. Oui, ça effectivement. Je ne dirai rien. Elle est à la télévision d'ailleurs, elle est à sa place à la Je télévision. n'oserais pas. Mais vous n'avez jamais entendu un seul curé protester contre ça, un seul évêque, c'est vrai. qu'il y ait un arabe qui prenne une claque dans la rue. Immédiatement, vous avez 200 000 personnes qui défilent derrière Gaillot et Lustiger se fend d'une lettre de protestation. Mais là, quand toute la chrétienté française, ou ce qu'il en reste, est bafouée, injuriée, insultée, on dit rien. Mais quand c'est les musulmans, et que les musulmans lèvent le doigt en disant « Attention les gars, maintenant ça va, hein, si vous continuez comme ça, vous allez voir ce qui vous arrive. » Ils sont tous ces gens-là sont à plat ventre. Le couturier a brûlé la robe, les photographes se sont excusés, les journaux qui ont publié les photos ont présenté des excuses, le mannequin qui a présenté la robe a dit qu'elle était désolée, elle est entourée de gardes du corps, tout le monde fait dans son froc, pourquoi ? Parce que les islamistes se font respecter. Et ils disent, si vous touchez un seul poil du Coran, on vous coupe la gorge. C'est comme ça qu'on se fait respecter. Et nous, on supporte n'importe quoi. Alors on pousse des coups de gueule comme je suis en train de le faire, ça ne sert à rien. D'ailleurs on est assassiné par des procès chaque fois qu'on fait ça, on est matraqué par la justice, on n'a pas le droit de se défendre, tandis que les islamistes, ils ont tous les droits. Moi je reçois à Radio Courtoisie toutes les semaines la lettre d'un terroriste islamique qui est en prison à l'heure actuelle et qui me promet à moi, à Bernard Anthony, à Alain Sanders, les pires supplices quand il sortira, d'une façon totalement... Il paraît que la correspondance des prisonniers est surveillée, permettez-moi de me marrer, si la correspondance des prisonniers est surveillée, qu'est-ce que c'est que ce type qui, à longueur de semaine, m'envoie des lettres en disant « on va t'empaler, on va t'égorger », c'est pas du tout un fou, hein. Attention, c'est absolument pas ça, Oui, c'est quelqu'un de très sérieux, c'est un islamiste parfaitement convaincu, il sait quel combat il mène un combat pour la victoire de l'islam, et il dit « on va vous envahir, on va vous les couper », on va vous bouffer, on va vous réduire à néant si vous ne vous convertissez pas. Et vous ne pouvez pas vous convertir, c'est parce que vous avez plus de 18 ans. Oui, donc vous êtes morts, c'est foutu. Mais convertissez vos enfants à l'islam, sinon on les tuera. Je peux montrer les lettres, j'en ai encore reçu une tout à Mais l'heure. vous m'étonnez pas, mais Alors, écoutez, il y a quand même une chose, est-ce que vous ne souhaiteriez, vous souhaitez sûrement, comme moi, et comme beaucoup qui nous écoutent, que l'Église catholique, elle, ait cette force, cette détermination, qu'elle prenne position dans un grand nombre de sujets. Est-ce que vous entendez beaucoup les évêques de France quand il y a des sujets qui pourtant sont ceux sur lesquels il devrait prendre la parole. Non, et il ne dit jamais rien. Et récemment encore, sur des sujets importants, puisque le débat ne fait que commencer, et il est gravissime, sur le débat sur le problème de la bioéthique. Et sur le récent vote des sénateurs, qui n'ont même pas voulu reconnaître que un statut à l'embryon. Ils ne peuvent pas. Bon, bien sûr qu'ils ne peuvent pas. Comment voulez-vous? Mais les S'ils évêques reconnaissent un statut, c'est la fin c'est de la l'avortement. fin de l'affaire de l'avortement. C'est tout. Et bien entendu, qui fait la loi chez nous? Madame Veil. Et Madame Veil, qui légifère, qui parle, qui prend la parole, qui dit ce qu'il faut penser, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut croire, ce qu'il faut faire à tout le monde. Mais cette position du sage que tu évoquais tout à l'heure, Jean-Claude Chette, comment elle se satisfait de cette démission des clercs? Parce qu'on est là en plein cœur de cette question de la démission des clercs. On voit bien qu'il y a une démission de toutes les élites intellectuelles et spirituelles dans ce pays, qui ne bougent pas, si encore ils ne bougeaient pas pour des raisons honorables, c'est-à-dire pour les raisons qui peuvent être les tiennes, qui sont des raisons de retrait du monde, de refus de l'agitation, etc. C'est pas vrai, c'est par pétoche, parce que c'est des péteux, parce qu'ils ont peur. C'est extraordinaire quand même. Ces évêques qui doivent être assurés de la vie éternelle,
Hein, et j'espère au moins qu'il y a ça, enfin à part Gaillot qui visiblement croit à rien, mais j'espère au moins que Lustiger croit à la vie éternelle. Donc il doit s'en foutre de crever. Qu'est-ce que ça peut lui faire? De quoi il a peur? Je ne crois pas que c'est un problème de peur. Je crois pas. Je crois que que les religions sont comme toutes les sociétés humaines, elles sont en période de force d'expansion, et à ce moment-là, c'est tuez tous, Dieu reconnaîtra les siens. Hein, au moment de la croisade contre les Albigeois, là on a une espèce de certitude et de force, et on casse tout sur son passage. Et puis il y a qu'à voir, entre parenthèses, l'ouvrage de la croisade lu par les Arabes. Oui. C'est intéressant parce que c'est l'autre. On casse tout. Dieu est avec nous, on casse tout. Et puis après, tout à coup, eh bien, on n'est plus branché. Et moi, je crois que ce clergé, il est perdu. Il n'a plus le contact avec son Dieu. À partir de là, il n'a plus non plus le contact avec ses fidèles. Les églises sont vides. Et pour cause. Oui. Et pour cause. Mais ils ont plus. Et ça fait partie, pour moi, c'est un des signes, en effet, de l'époque. C'est vrai. Mais pourquoi irions-nous dans les églises dans lesquelles on ne nous parle plus des sacrements? Mais moi, je vais dans mon église au Pays Basque. Je vous garantis que les messes au Pays Basque sont des vraies messes. Et c'est des messes chantées à 8 heures du matin, les hommes sont là, hein, et les hommes chantent, ils chantent en basque, des cantiques et des chants qui... Dans notre région moi je suis très bien là. Je suis très bien. Alors c'est vrai qu'à Paris, on remplit plus les églises, mais encore une fois... Il n'y a pas qu'à Paris. Peut-être. Dans bien d'autres provinces aussi. Peut-être. Mais disons que ça, on peut pas quand même... Vous ne pouvez pas nier que la France se déchristianise quand même. Oui, mais moi, qu'il y a de moins en moins de pratiquants. C'est pourquoi? Oui, mais... Pourquoi est-ce que... Mais moi, je vais plus loin. Je pense que là aussi, si je prends cette étude cyclique, je me dis que l'Église chrétienne, l'Église catholique, elle va revivre la situation du début. Autrement dit, on n'a plus qu'à attendre. Il n'y a pas pourquoi qu'à attendre. Non, peut-être que vous faites partie des gens qui doivent se battre, peut-être. Vous voyez, c'est à travers votre combat que vous réaliserez, j'en sais rien, moi. C'est pas que j'ai envie de combattre, c'est que je souffre. Oui, mais bien sûr, mais... enfin... Oui, je disais, peut-être que au fond, nous allons vers une religion chrétienne où il n'y aura plus de clergé. Au début, il n'y avait pas de clergé. Au début, il y avait un prêtre, il y avait des prêtres qui se promenaient. Il y a eu la forme actuelle que lorsqu'on était capable de remettre des gens dans des paroisses, dans des églises pour les abriter. Jusque-là, il y avait des curés itinérants. Bon, on retourne vers ça. Qui nous dit que c'est pas ça? Qu'est-ce qui me permet de dire que je fige les structures telles qu'elles ont existé depuis, disons, le Concile de Trente jusqu'à il y a 50 ans? Moi, je ne détiens pas la vérité. Je suis pas sûr que ce soit que ce soit ça, l'évolution, que ce soit ça qui corresponde demain. Je sais pas. Alors, 3 citations d'auditeurs. Un auditeur nous invite, il dit, la reconquête du pays ne sera pas un coup de bulletin de vote. Vous n'avez qu'à vous référer à Jeanne d'Arc. Elle a combattu et prié. Ce qui me paraît effectivement une bonne synthèse. Nous pouvons absolument faire les deux. Un auditeur nous rappelle le mot d'Henri Bosco. Je serai le dernier centurion sur la dernière muraille face aux barbares. Pourtant, ça devrait, Jean, te rappeler quelque chose. Oui. Moi, j'ai l'impression que tu as trop donné, en fait. C'est pas vrai. Non, là, je suis pas d'accord du tout. Au contraire, ça a été l'occasion, ça, d'un travail de réflexion, d'un travail de recherche à partir des causes de l'échec, qui m'a amené, moi, à travailler sur un autre plan. Je continue quand même à être au service, mais pas des mêmes gens. Aujourd'hui, je m'occupe dans mon coin là-bas, je m'occupe de formation, je m'occupe de chômeurs, je m'occupe d'accompagnement de ces gens-là, et à fond. Mais parce que je sais que là, je suis efficace. Au micro, aujourd'hui, ce sont des micro-tâches qui nous attendent. Et puis un auditeur, qui visiblement n'a pas bien saisi qui tu étais, dit, il adresse un message à mon invité non violent. Oui, ça, enfin. C'est quand même pas mal. Et il nous dit, dans l'évangile, il est écrit que ce sont les violents qui s'empareront du royaume des cieux. On va lui faire lire ces livres. Qui s'empareront du royaume des cieux. Voilà. Moi, je voudrais m'emparer du royaume de France. Qu'est-ce que c'est la violence? Il n'y a pas de violence. Qu'est-ce que c'est la violence? Bonne question, je vous remercie de m'avoir posé. Tu devrais venir à Paris de temps en temps et prendre le métro, tu vois ce que c'est que la violence. Oui. Alors on va changer de sujet, mais enfin non, on ne change pas de sujet, d'ailleurs on parle toujours de la même chose. Moi j'étais, on en parlait tout à l'heure hors micro, Martine Heide, j'ai été abasourdi littéralement, et bouleversé même, de découvrir
Vous allez dire, pour être bouleversé par ça, il faut vraiment rien avoir d'autre à foutre. Hein. Le palmarès 93 des émissions de télé, c'est-à-dire comment on appelle ça, l'audiométrie. L'audimat. L'audimat, je sais pas, des émissions de télévision. C'est-à-dire, quelles sont les émissions qui ont été les plus regardées à la télévision en 93. Et quand on lit ça, je pense qu'on peut avoir un portrait, on peut imaginer un portrait robot du téléspectateur moyen. Ouais. Alors, je vais vous donner les réponses parce que j'ai essayé tout à l'heure avec Martine, elle n'a pas trouvé, mais personne ne peut trouver. Quoique quand même. L'émission qui a été la plus regardée en 93 par le plus grand nombre de gens, c'est-à-dire qui a fait presque 17 millions de spectateurs, c'était le match de football Marseille-Milan sur TF1. La deuxième émission la plus regardée, ça a été le match de football France-Bulgarie sur TF1, qui a fait 16 millions d'auditeurs. Mais je vous ai dit que c'était pas le pire, quand même, le football. Attendez, puis je vais pas me brouiller fini. avec mon mari, quand même, qui est un amoureux fou du football. Ah oui, il ne doit pas m'écouter souvent. Si. La il n'y a pas de troisième match émission. cette heure-là. La troisième émission qui a été la plus regardée, c'est la diffusion d'un film cochon, qui s'appelle Liaison fatale. La quatrième émission la plus regardée, ça a été l'émission Que le meilleur gagne, spécial Resto du Cœur. Et la cinquième émission la plus regardée, ça a été l'émission Que le meilleur gagne, spécial l'Abbé Pierre. L'abbé ta gueule, comme nous l'appelons chez nous. Voilà. Donc là, on a le portrait du téléspectateur, ce qu'on appelle la patate de sofa. Hein, le type qui est devant sa télé avec sa boîte à zapper et sa boîte de bière. Des fois, d'ailleurs, il mord dans la boîte à zapper et il agite la boîte de bière en direction du téléviseur. Alors, qu'est-ce qu'il regarde? Le sport spectacle, la fesse et le charity business. Oui, mais voilà. Vous savez... Et ça, c'est 18 millions, c'est 20 millions de Français. Vous savez bien l'opinion que j'ai là-dessus. Moi, je suis comme ça. J'aime pas qu'on m'impose des choses. Je déteste qu'on m'impose des choses. Et je maintiens mon point de vue. La télévision existe. Ça peut être un excellent élément, une excellente possibilité. C'est une distraction pour un certain nombre de gens, pour ceux qui, quelquefois, sont éloignés, les personnes âgées, qui, quelquefois, s'ennuient chez elles ou sont seules. Et il pourrait y avoir des spectacles de qualité. Je crois qu'on on abétit les gens, on leur donne des émissions de moindre qualité, et finalement, dans le choix qu'ils ont à faire dans une soirée, on dirait qu'on peut faire autre chose aussi que regarder la télévision le soir. Mais le choix qu'ils leur est donné est si misérable, si mauvais, voilà, ils finissent par regarder ça. Mais on en a déjà parlé, mais je partage pas votre analyse. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si on prend les émissions en général, par exemple, la chaîne la plus regardée, c'est la plus sordide, c'est TF1. C'est clair que c'est la chaîne la plus répugnante, quoi. F2 et F3 sont pas mal non plus, hein, mais enfin, celle-là, il y a vraiment cacaboudin. Et vous regardez les émissions qui intéressent les gens. Par exemple, dans les magazines de débat, la mieux classée, l'émission qui a été la plus regardée dans cette catégorie, c'est 7 sur 7 de notre excellente camarade Anne Sinclair. Mais vous savez quel invité? Elle a invité le banc, elle a invité l'abbé ta gueule, elle a invité Kouchner, elle a invité tout ce qui s'invite, quoi, tout ce qui traîne dans les médias, elle les fait passer à sa moulinette. Mais celui qui a fait le plus gros score, c'est Michel Sardou. Oui, parce que les Français aiment bien l'entendre chanter, alors ils ont pensé qu'il était sapé. Le type qui est le plus regardé dans une émission où on demande à quelqu'un de donner son avis sur l'actualité, c'est ce Sardou dont on se fout de savoir ce qu'il pense. Au monde, rien de ce que Sardou peut penser de m'intéresse. Je préférais Sardou que Rocard. Mais non, parce que Rocard, parce qu'il est plus beau garçon. Il est plus beau garçon. Franchement, alors, j'espère qu'ils ne feront pas d'enfants ensemble. Parce que, voilà. Et tout est comme ça. Dans les variétés, l'émission la plus regardée, ça a été l'émission la plus monstrueusement ringarde de l'histoire de la télévision. C'est la soirée télé spéciale Lido. Mais vous vous rendez compte qu'en 1993, quand on propose des variétés aux Français, ils regardent le Lido. C'est un truc qui existe depuis 100 ans. D'ailleurs, les danseuses ont probablement aussi pas loin de 100 ans. Oui, mais ce que vous ignorez, c'est que peu de Français ont été au Lido. Et à partir du moment où on leur met ça à la télévision, ça a une telle réputation, ils le regardent. Et alors, il y a un gag dans ce sondage.
Ça a l'air d'ennuyer prodigieusement Jean-Claude Goudchette parce qu'il n'a pas la télévision. Non, mais moi je crois que c'est de l'utopie de croire qu'on peut tirer de la télévision quelque chose qui est régi par le profit, un plus pour enrichir les gens. C'est l'utopie qui est l'école. On va faire mieux, ça de l'école. Non, mais moi ma position est très simple. La télévision, elle est ce qu'elle est. On ne la changera pas. Ni vous, ni moi qui en fait encore moins moi. Mais personne nous force à la regarder. Il n'y a qu'à l'éteindre, puis c'est tout. Oui, ça c'est vrai. Il n'y a plus de problème. Okay. C'est exactement ce que je passe mon temps à dire. Oui, on peut l'éteindre. Voilà. Mais, mais c'est quand même un bon moyen. Geste qu'on puisse faire. Ce sondage-là, c'est pas un sondage, c'est un résultat d'Audimat. C'est quand même un bon moyen de voir comment fonctionnent les pulsions télévisuelles. Et là, il y a un truc qui est extraordinaire dans les téléfilms. Le téléfilm qui fait le plus grand score, c'est Les Maîtres du Pain. Vous savez, c'est un feuilleton, un feuilleton en 2 ou 3 parties, je crois, ou 2 parties. Non, 3 parties, c'est ça. Qui est passé il y a quelques semaines. C'était le plus gros score de l'année 93. Mais il est passé en 3 parties. Le plus gros score, c'est la 2e partie. Pourquoi? C'est comme ça. Il n'y a pas une raison Non. Il y a une autre série, une série américaine, qui est passée en 2 parties. Ça s'appelait « On a tué mes enfants ». C'est l'histoire d'une femme qui prétend que ses enfants ont été assassinés par un vagabond, et on découvre que c'est elle qui les a assassinés pour partir avec son coquin. Elle est bien classée aussi, c'est la 5e place dans l'ordre de l'Audimat, mais c'est la 2e partie qui a été la plus regardée. Et plus rigolo encore, Une famille formidable, qui est un feuilleton répugnant, mais absolument abject, qui présente le prototype idéal de la famille française en 1993. Alors, le mari a une maîtresse, la femme doit être lesbienne, son fils est homosexuel, le copain de la fille est drogué. Enfin, c'est parfait, c'est la famille idéale, mais c'est magnifique. Eh bien, dans cette série-là, le mieux classé, c'est le 3e épisode, et le moins bien classé, c'est le 1er épisode. Ce qui veut dire que le téléspectateur qui regarde les séries télévisées, il regarde dans n'importe quelle heure, dans n'importe quel ordre. Il y a eu plus de gens pour regarder le 2e épisode de la série Les Maîtres du Pain que le 1er. Parce que leurs amis leur avaient dit dans la semaine que le 1er épisode étant formidable, il fallait qu'ils commencent à le regarder. Écoutez, Martine, vous êtes c'est exactement comme si je disais les 3 mousquetaires, c'est formidable, mais alors où tu en es des 3 mousquetaires? J'en suis à la page 104. Ah bon, et c'est formidable? Ouais, tu devrais lire. Et le gars prend les 3 mousquetaires, il commence à lire à la page 104. Chose avec un livre qu'avec une série télévisée tout de même. C'est un peuple de dégénérés. Vous ne me ferez pas changer d'avis. Si on le voulait, on pourrait donner à ce peuple de belles émissions, car il est possible... Mais il n'en veut pas, il n'en veut pas. Mais il n'a pas dit ça. Personne n'a dit ça. On leur donne à choisir entre le pire et le moins bon. Alors ils choisissent ce qu'ils peuvent. Mais on leur donnait à choisir entre le meilleur et le plus encore meilleur, peut-être qu'ils choisiraient ça. Ah oui. Alors, vous voyez bien. Mais alors là, pour une fois, vous voyez que j'ai raison. Tout à fait d'accord avec Jean-Claude Goudchette, c'est de l'utopie. Allez, laissez-nous un peu d'utopie. On va parler de quelque chose qui n'est pas de l'utopie. C'est, alors là, la politique politicienne. Non, ne dites pas ça ou alors je m'en vais. C'est dommage qu'on n'ait pas la télé, vous auriez vu les yeux. Je suis mort, là, je vous signale. Je viens d'être fusillé à bout portant. Bon, le combat militant. Voilà. Ça vous plaît? Merci. Ça. Alors, donc à Paris, qu'est-ce qui se passe? Il se passe plusieurs choses, dont des élections. Une élection partielle, et vous avez d'ailleurs, je crois, reçu notre candidat Patrice Deblinière il y a peu de temps, peut-être 10 ou 15 jours. Alors, il y a une campagne électorale qui est 18e, une partie du 18e, une partie du 19e, qui est la 19e circonscription. Et au dire même du Figaro, c'est le quartier, la circonscription la plus difficile de Paris, par sa population multiethnique. Je cite le Figaro. Population multiethnique, immigration importante, drogue, insécurité permanente, difficulté de vie, commerce en disparition. Donc ils disent eux-mêmes, le Figaro reconnaît, que c'est la circonscription la plus difficile de Paris. Alors nous avons lancé, je dirais, toutes nos troupes dans cette bataille menée par Patrice Deblinière, son suppléant et toute son équipe, et nous avons fait, je dois le dire, un travail tout à fait remarquable de visite, de distribution de documents pour expliquer ce qui ne va pas, expliquer
qui sont les responsables, qui sont tout à la fois la droite libérale et la gauche socialiste, puisque les uns et les autres ont été en responsabilité de cette circonscription. Et j'ajoute que les maires des arrondissements, M. Chinaud et M. Ferron, ne sont pas eux des socialistes. Et il y a dans ce combat 13 candidats. Alors, on dit qu'il y a un duel entre Madame Jean-Pierre Bloch, qui a pris la suite de son mari invalidé pour dépassement de ses dépenses électorales, bien qu'il ait été un de ceux qui avait voté la loi régissant les dépenses électorales, et Monsieur Vaillant. Je dois dire que pour moi et pour nous, si nous n'imaginons pas, bien qu'on puisse toujours espérer, si nous n'imaginons pas que Patrice Deblinien puisse être élu dimanche prochain, 30 janvier, puisque le vote a lieu le 30 janvier, ce que nous savons en tout cas, c'est que ce soit M. Vaillant qui retrouve son siège, ou que ce soit Mme Jean-Pierre Bloch, c'est-à-dire M. Jean-Pierre Bloch, qui retrouve le sien, rien ne sera changé dans l'arrondissement. Parce que tous les maux dont souffrent terriblement les gens du 18e. Je voudrais dire aux gens qui m'entendent, qui m'écoutent, que la situation des gens du 18e et du 19e arrondissement sont des situations terribles. Allez vous promener dans ces arrondissements, allez voir comment ça se passe. Voyez qui sont les gens qui y habitent, l'insécurité qui y règne, les difficultés qu'ont les femmes, les jeunes femmes à sortir, à éduquer leurs enfants, à trouver une école dans laquelle un enseignement possible soit encore fait. Il n'y a certaines rues où il n'y a plus un seul commerçant français. Tous sont partis. Et on laisse s'installer, au mépris de toutes les lois, des commerçants étrangers qui ne payent pas de taxes, qui ne payent pas d'impôts, qui ne subissent aucun contrôle. C'est une insulte aux populations françaises. Je travaille avec des gens qui habitent à la Goutte d'Or, qui ont choisi d'habiter le 18e arrondissement à une époque où on pouvait encore y vivre. Ces gens-là vivent dans des situations difficiles. Ils souffrent, ils sont obligés de lutter et on ne fait rien pour eux. Quand on sait qu'au Conseil régional, par exemple, on a attribué des logements à ceux qu'on a appelés les plus démunis et que nous nous sommes aperçus, nous, gens du Front National, que les 5/7 de ces gens-là étaient des étrangers en situation irrégulière, au mépris des lois. On privilège et on donne des logements aux marabouts et aux familles polygames. C'est la situation qu'on impose aux Français. C'est la raison pour laquelle nous menons campagne de façon très forte dans le 18e, 19e arrondissement, ne serait-ce que par un geste de simple solidarité, pour dire à ces Français-là, nous sommes là, nous existons, nous ne vous lâcherons pas, nous serons à vos côtés, nous vous défendrons, quoi qu'il arrive, autant que nous le pourrons, parce que vous êtes chez vous. Et que nous voulons leur apporter cet espoir qui quelquefois leur fait défaut. Je vous assure que quand on va sur les marchés du 18e arrondissement, qu'on voit certaines personnes âgées en pleurs, qui souffrent, qui voient se dégrader leur logement, qui voient quelquefois quand ils sont petits propriétaires, c'est-à-dire qu'ils ont réussi dans leur vie à acheter un studio, un petit appartement de 2 pièces, qui sont squattés par des gens qui s'y installent, qui y vivent, qui refusent de payer leur loyer. Donc c'est cette somme sur laquelle ils comptaient pour vivre qui leur manque et qui se retrouvent avec des logements qui sont détériorés, qui leur sont rendus dans n'importe quel état. La police n'intervient plus, la justice ne peut pas faire son métier. C'est tout à fait révoltant. Et demain soir, Jean-Marie Le Pen, bien qu'en campagne cantonale, vous le savez, dans toute la France, m'a dit qu'il consacrerait sa soirée de repos à cet arrondissement. Il viendra à 8h30 au gymnase Jean Jaurès, 87 avenue Jean Jaurès, soutenir son candidat, soutenir le Front National et apporter son soutien aux Français. Je dois dire que la ville de Paris doit être fière, et elle le dit en tout cas par ma voix, que ce grand homme politique, ce grand Français se déplace pour venir les aider, les soutenir. Alors ça se passe jeudi 27 janvier, c'est-à-dire demain à 20h au gymnase Jean Jaurès, métro Laumière. La participation aux frais de 30 francs, parce que comme toujours, les manifestations, meetings et réunions électorales du Front National sont payantes. C'est le seul parti qui peut se permettre ça. On l'a toujours fait payer. Je voudrais dire, vous savez qu'il y a un candidat, vous avez dans le 18-19e le candidat le plus drôle de l'histoire des élections parisiennes. Dites-moi qui, j'ai pas repéré ça. Ah, mais c'est le comment il s'appelle, Folk.
Ah oui, alors Folk, écoutez, c'est rigolo comme tout. J'étais de bonne humeur quand je suis chez vous, et puis tout d'un coup, là, vous me jetez Oh, Folk. bah, écoutez, je peux décemment pas vous mettre en colère. Si, Oh, enfin, ça me met en colère. Ça me met en colère pour c'est plusieurs trop d'honneur raisons. Non, mais parce que Arnaud Folk fait campagne, accompagné par un mouvement pour lequel j'avais jusque-là beaucoup de sympathie et d'amitié. Même je fais partie de leur comité d'honneur, je crois, qui est police et sécurité, et dirigé par Philippe Biteau, qui est un garçon pour lequel ça me gêne de dire j'avais beaucoup d'amitié. J'ai participé, je sais toutes les difficultés qu'ils ont eues. On les a terriblement maltraités. Le ministre de l'Intérieur les a terriblement maltraités. On a évincé de la police un certain nombre de leurs amis qui méritaient pourtant bien d'y rester. Et je sais les difficultés matérielles, morales qu'ils ont eues. J'ai connu ça moi aussi dans la situation, ma situation et dans celle de beaucoup d'amis pour des combats que nous avons menés, de se retrouver au chômage avec sa famille sans argent, quelquefois même sans nourriture. Ça, c'est Biteau. Ça, c'est Biteau est un type formidable. Et je le sais, et je l'ai appelé pour lui demander de ne pas soutenir Folk. Car, savez-vous qu'il est quand même possible que ces candidats dits de diversion et dont on sait ou dont on imagine par qui ils sont financés enlèvent quelques points aux candidats de la droite nationale. Est-ce que vous allez au cirque parfois, Martine? Oui, ça fait longtemps vous que avez je remarqué, moi je suis pas je suis pas très passionné par le cirque. J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour les gens qui font du cirque, mais le spectacle m'amuse pas tellement. Cela dit, il y a un grand truc au cirque. C'est quand vous avez un numéro de trapèze particulièrement oppressant par le danger qu'il représente, ou un numéro de dressage de fauve particulièrement dangereux, à un moment, généralement au moment crucial, vous voyez rentrer un Auguste sur la piste qui fait « Bonjour les petits enfants! Alors, ça va ?» Voilà. C'est Folk? Vous avez une élection qui compte, qui est une élection modèle à Paris et tout. Je le connais bien parce que il se trouve qu'il a été journaliste à Minute pendant des années et je l'ai eu sous mes ordres. Et je dois dire que, pas de raison d'être méchant avec le pauvre garçon, mais la seule hypothèse que on ne sait pas, tout est possible puisqu'on est en démocratie. Donc la seule hypothèse qui puisse être au Palais Bourbon, vous savez l'estime que j'ai pour les députés. Il n'y a aucune chance. Non, bien sûr. Évidemment. Dieu merci quand même, parce que la démocratie est tombée bien bas, mais peut-être pas jusqu'à là quand même. Mais enfin, le seul fait qu'il puisse caresser cette ambition, moi ça me paraît le grand gag politique de l'année. C'est vrai que c'est un grand gag, mais nous avons malheureusement dans la circonscription qui m'occupe aujourd'hui, jusqu'à dimanche, et peut-être, j'espère bien, jusqu'au 6 février, puisque ce sera le deuxième tour, nous avons trop d'Auguste. Et nous avons Folk, mais nous en avons d'autres, 2 écolos, SOS Papa, qui est une association que j'apprécie, mais qui n'a rien à faire dans cette élection, à mon avis, et tant d'autres. Et les voix vont se disperser, un certain nombre de voix vont se disperser, et c'est grand dommage, parce que j'estime l'enjeu tellement fort et tellement important, ça m'ennuie toujours de voir les voix aller un peu partout, et ne pas se porter sur le candidat de la droite nationale, parce que Patrice Deblinière est un bon candidat, qu'il représente le Front National, et que c'est un bon combat, et puis j'aurais souhaité mais il va d'ailleurs le faire, qu'il augmente encore plus ses voix et qu'il puisse être au deuxième tour pour un combat essentiel. On reçoit un fax là. Non, je le dis parce que c'est rigolo comme tout. Vous savez que les fax sont signés. On sait d'où ça vient, mais il y a en général, pas toujours, mais très souvent, une ligne en haut du fax là, qui indique là, lié à la source. Alors je lis le texte. Lundi soir sur Radio Courtoisie, on a parlé avec grand sérieux des problèmes de bioéthique. C'est vrai que dans le ton, on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de ressemblances entre l'émission du lundi et l'émission du mercredi. Ça, c'est indiscutable. Cela rejoignait les buts que vous poursuivez, mais dans un climat bien meilleur. Et sans vos injustes accusations contre le prétendu silence des évêques, nous dit ce correspondant. Le prétendu silence des évêques. Il paraît que les évêques font un raffut du tonnerre de bleu autour des affaires de bioéthique. Oui, c'est cet vrai auditeur que ou autrice qui le je manque peut-être de temps, j'ai pas entendu. Moi non plus, ça m'a pas frappé. Mais je me suis trompé. Apparemment, ce correspondant ou cette correspondante a meilleures oreilles que nous. Alors, c'est pour ça que je parlais de la signature du fax. Ça vient de l'évêché.
Oui, ça m'étonnait, ça, alors. On n'est jamais mieux servi que parce que c'est vrai que nous sommes tout à fait inquiets des problèmes de bioéthique, et je dirais que notre mouvement politique s'intéresse tout particulièrement en ce moment à ce grand débat et continuera à s'y intéresser et prendra toutes les positions qu'il est possible. Malheureusement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous ne sommes pas véritablement les chouchous des médias. On demande bien sûr toujours l'avis de M. Philippe de Villiers, de Mme Boutin et d'autres. Et j'en profite pour dire que si M. Philippe de Villiers était tellement choqué de tout ce qui se passait aujourd'hui, et particulièrement récemment, il a parlé à nouveau des problèmes de l'avortement dont il se fait aujourd'hui le héros, je me demande ce qu'il fait encore avec Madame Veil, dont il est tout de même l'associé, puisqu'il fait partie du même mouvement politique. C'est vrai que les choses deviennent claires, parce que le débat est trop important. Merci Martine. Je vous libère, puisque vous avez une réunion, je crois, ce soir. Une galette des rois. Une galette des rois. Vous savez bien que le mois de janvier... Je sais que vous aurez la fève. Merci, et je voudrais dire au capitaine, permettez-moi de vous appeler encore capitaine, au capitaine Kurutche, combien j'ai été heureuse de le revoir. Et je vais lire son livre. Oui. Ouais. Alors, on va se tourner vers le capitaine Kurutchev. Je crois qu'il y a un malentendu, mais je ne sais pas la première fois que je constate ça. Je l'ai constaté des dizaines de fois sur... la radio ne fonctionne pas d'une manière... c'est pas un média, ou un médium, je ne sais pas comment il faut dire, comme les autres. C'est-à-dire qu'en réalité, on a l'impression que l'auditeur entend beaucoup plus ce qu'il veut entendre que ce qu'on dit. Et depuis le début, j'ai reçu, je sais pas, 30 messages qui disent qu'ils ne comprennent pas comment Kurutchev peut être content de voir la situation, comment il peut être ravi de voir l'immigration en France, comment il peut être enchanté de voir la délinquance monter, comment il peut être se délecter de l'effondrement du pays et tout. Et alors, je crois que c'est un malentendu, et je vais demander à Jean Kurutchev de le dissiper, parce que autrement notre discussion va être difficile et périlleuse. Il y a plus de 80 messages pour l'instant qui vont à peu près tous dans ce sens-là. Alors, est-ce qu'on a raison de comprendre à tes propos que tu trouves normal, sain, naturel, plaisant, agréable et positif ce qui se passe? Non, on n'a pas raison de comprendre ça, bien sûr. Mais moi, je ne suis pas surpris de ces réactions. Je ne suis pas surpris. Je pense que en particulier dans mon cas, les gens ont une certaine image. Et c'est une image qui date de X années, c'est simple, c'est une étiquette et on classe comme ça, c'est un peu le mal de l'époque. En fait, ce que je dis aujourd'hui, ce que j'ai écrit récemment, c'est la description d'un processus. C'est vrai que c'est quelque chose qui est inattendu, qui peut surprendre des gens qui en sont restés parce que c'est commode, puis parce qu'à la limite finalement ce que je pense et ce que je fais intéresse quand même pas des masses de gens. Je suis pas moi engagé sur le plan politique, je suis complètement en retrait de tout cela. Donc c'est vraiment très personnel. Alors moi je comprends que quand on entend certains propos que je tiens, parce que c'est pas facile en quelques mots comment dirais-je, d'exprimer quelque chose qui m'a fallu quand même 300 pages pour expliquer. Alors, si il se trouvait que les gens qui parlaient avaient lu le livre, ils ne parleraient pas comme ça. Ceci dit, je comprends qu'on dise cela. Alors, moi, j'ai lu le livre. Oui. Si tu permets, je vais te donner mon interprétation des faits. Non, mais je voudrais quand même dire, pour aller au fond, parce que ça, j'explique pourquoi on dit ça, mais je me réjouis pas. Je me réjouis pas. La seule chose, c'est que je prends pas le fusil. Je prends pas le fusil, je reprends pas le fusil. Je reprends pas le fusil, je ne joue pas le bulletin de vote parce que c'est plus mon plan d'action, c'est tout. Voilà, mon plan d'action, il est ailleurs. Alors je me dis, il faut si j'étais engagé au quotidien, bien sûr, je me battrais et je tiendrais peut-être certains propos qu'a tenu Martine Le Hideux, mais
J'ai trop vu comment ce processus s'est mis en route au Liban, comment les choses se sont passées. Moi, ce que je considère mon rôle, c'était une espèce de rôle de klaxon, d'avertisseur. J'ai dit et j'ai redit il y a déjà un certain nombre d'années, attention, on est en marche vers une situation de type libanais. À partir de là, je ne vais pas faire la guerre moi tout seul contre les gens qui favorisent. Je suis forcément aujourd'hui observateur. Que je déplore ou pas, ça ne changera rien à un processus qui me paraît engagé d'une façon très très gravement, que ce soit par lâcheté, que ce soit par démission, que ce soit beaucoup plus par intérêt qui vont dans ce sens-là. Bon, alors, mais de là à dire que je me réjouis, non, je me réjouis pas, mais je veux pas me réjouir, bien sûr. Alors, mon interprétation, moi qui ai lu le livre, elle est la suivante, c'est que tu es par nature et depuis toujours, tu appartiens à cette catégorie de personnages que dans les sociétés, enfin si on prend la classification traditionnelle, la fameuse division de la société en trois fonctions, tu es un guerrier, un combattant. Et tu as combattu pour l'Algérie française, tu as été un officier, tu as été soldat, un brillant jeune officier, je veux dire, tu étais destiné à finir Gégène, quoi, il n'y a pas de problème, c'est probable. Simplement, tu t'es mal conduit vis-à-vis du système, et le système t'a enfermé, t'a éliminé physiquement et civiquement pendant des années. Ensuite, tu as continué le combat, puisque tu es parti te battre au Liban, parce que tout à l'heure tu disais que tu étais l'ami de Béchir Gemayel, ça allait un petit peu plus loin que ça. Oui, bon. Mais enfin déjà, moi je crois que non. Je crois que vraiment la chose importante, ça a été en effet l'Algérie. L'Algérie et le combat clandestin, c'est ça qui a été le tournant. Hein. Mais ce qui s'est passé ensuite, j'ai l'impression, moi c'est comme ça que je comprends le livre, en tout cas ta double expérience au sein de la maçonnerie et ensuite au sein du mouvement catholique actif, charismatique, de prière. De renouveau, oui. Du renouveau charismatique. Oui. On a l'impression qu'il y a le même engagement combattant, mais que simplement le plan d'action est déplacé complètement. Oui, on peut voir ça comme ça en effet, mais disons qu'il n'y aurait pas eu l'un sans l'autre. C'est-à-dire que je crois qu'une vie, elle est faite d'une espèce de démarche, en principe ascensionnelle, mais en spirale. Si je continuais à se battre, disons, sur le terrain politique et que sur le terrain, et de nouveau, et sur le terrain politique et sur le terrain politique, pour moi c'était une expérience finie. Et je pense pas que ça aurait pu m'apporter beaucoup dans ma progression personnelle. Alors on dira c'est égoïste. Moi je dis c'est peut-être au contraire très très humble. Avant d'en vouloir aller sauver les autres, essayons de mettre de l'ordre dans notre propre maison, dans ma propre maison, dans mon propre être. De ne pas être un être éclaté, de ne pas être un être. Je reprends quelque part un titre de d'Artegui que j'avais trouvé, qui dit tout homme est une guerre civile. Faisons la paix intérieure déjà. Hein, mettons de l'ordre avant d'aller prêcher. C'est d'ailleurs ce que nous demande l'Évangile, parce que quand l'Évangile parle de paix, l'Évangile, elle parle de cette paix-là, de cette paix intérieure, de cette équanimité. Elle parle pas de la paix des armes. Bon, alors après donc, effectivement, il y a un engagement. C'est vrai que dans les charismatiques, je m'en suis beaucoup occupé au niveau local, etc. Bon, et puis là aussi, c'est une expérience qui a été dépassée. Bon, et puis et dans la maçonnerie, ça a été pratiquement la même chose. C'est-à-dire que je suis rentré là-dedans sans savoir vraiment ce que c'était qu'une démarche initiatique. J'y allais parce que je considérais que je butais sur un plan de réflexion personnelle. Mais enfin, là, pardon de te couper, mais il y a quand même une extraordinaire naïveté ou un extraordinaire esprit de provocation, parce que tu dis que tu es dégagé de la politique, mais enfin, disons que les 40 premières années de ta vie, tu as été vraiment très engagé, pas dans le combat politique forcément, mais dans un univers mental. Et tu savais très bien, enfin tu as certainement entendu autour de nous, chez nos amis et tout, des dizaines et des centaines de conversations où la maçonnerie était dénoncée, combattue. Et donc quand tu rentres... Détrompe-toi. Hein, moi je dis que dans mon engagement pour l'Algérie française, c'était pas un engagement politique du tout. Et je dirais que beaucoup de gens qui se sont engagés, en particulier des officiers et les militaires qui se sont engagés, c'était pas du tout un engagement politique.
que par la suite cet engagement ait été récupéré par certains et coloré dans une certaine façon, peut-être, mais moi j'en regrette infiniment. Je dis et je maintiens que quand je suis rentré en maçonnerie, je ne savais pas ce que c'était qu'un mouvement initiatique, et je l'ai découvert. Je ne suis pas rentré là-dedans pour faire ce travail-là. Il se trouve que j'ai vu que c'était à mon avis le but, c'était une organisation initiatique. Alors bon, c'est vrai que il y a des ouvrages dans nos amis ou dans ces milieux là qui dénoncent mais la maçonnerie, mais enfin bon, c'est vrai, mais disons c'est la maçonnerie, c'est peut-être aussi l'affairisme, c'est peut-être aussi la convivialité, c'est peut-être aussi les copains et tout ça. Bon, et c'est vrai, surtout ces dernières années. Mais je regrette, c'est pas que ça. De même que, pour prendre ton langage, l'Église catholique, c'est pas que Monseigneur Gaillot et puis je ne sais quel abbé mondain, c'est pas que ça. C'est pas que ça. Alors, dans le cas de la maçonnerie, il y a une démarche initiatique, et c'est ça qui m'intéressait. Et c'est ça que j'ai essayé de mettre en route, et c'est ça que j'ai essayé de définir avec d'autres. Voilà. Mais tu as vite constaté que, en réalité, tu faisais partie d'un groupuscule au sein de la maçonnerie. Non, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a quand même des structures, il y a une espèce de pesanteur qui fait que comment dire, la structure n'est pas améliorable de jour au lendemain. Mais d'un autre côté, ce qui est quand même assez qui est porteur d'espoir, c'est que je pense que il y a un côté de gigantisme qui fait que ça va, si tant est que mon analyse est exacte, à savoir, aujourd'hui, ce temps de la confusion, c'est tout ce qui est les grands organismes, tout ce qui est des grandes, l'ONU, l'Europe, l'URSS, etc. Tout ça éclate et implose, explose, peu importe, mais il y a une espèce d'atomisation. Et je pense, moi, et j'explique pourquoi concrètement, il en ira de même de la maçonnerie. Et donc, ce travail initiatique sera repris, vraisemblablement, par des groupes ou par au niveau régional, au niveau local, etc. C'est pour ça que mon livre n'est pas du tout un livre pour faire sauter la baraque, disons. C'est un livre pour prendre date. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est un livre qui n'est pas écrit par un franc-maçonnard. Je veux dire, ça pue pas le tablier de cochon et le saucissonneur du vendredi. C'est autre chose, c'est une autre dimension. Et bon, c'est passionnant parce qu'on découvre pas mal de choses sur oui, mais la façon dont ça fonctionne. Voilà, c'est vu de l'intérieur. C'est pour ça que c'est passionnant. Et sans précaution. Parce que c'est vrai, j'aurais pu faire un côté un peu cafard. Il y a aussi un côté un peu chanoine, c'est vrai. Il y a tout un non-dit, toutes des choses à respecter. Moi, je dis, la démarche initiatique, c'est quelque chose de trop important pour qu'on puisse sacrifier à des impératifs de courtoisie, encore une fois, de discrétion, etc. Alors c'est vrai que je pense, à ma connaissance, jusqu'à présent, personne n'a affiché noir sur blanc comme ça un vécu maçonnique. Mais je le fais et je le dis, et puis voilà. Alors que ce soit mal reçu, je comprends. Je comprends parfaitement. C'est pas la première fois que tu fais des choses qui déplaisent. Voilà. Dans ta vie. Oui, mais disons, bon, ça c'est ma loi intérieure. Moi, par exemple, je voulais faire quelque chose. Parce que, pardon, là tu as gagné la totale. Là, tu as 100% de réussite puisque c'est évident que ton bouquin fait pas plaisir aux francs-maçons. Non. Dans leur immense majorité. Non, ça c'est certain. Mais attention quand même, parce que y a là-dedans formulé et assumé un certain nombre de choses qui sont en l'air. Hein. Oui, mais qui consiste à dire, pour sauver la franc-maçonnerie, il faut supprimer tout ce qui est la franc-maçonnerie d'aujourd'hui. C'est un peu ça le discours. Hein. C'est-à-dire que il faut en revenir à la maçonnerie opérative, autrement dit, il faut en revenir tout simplement à la tradition opérative, c'est-à-dire des ouvriers. Est-ce qu'il n'y a pas un parallèle comme des bâtisseurs de cathédrales. Est-ce qu'il n'y a pas un parallèle avec la démarche charismatique? Alors justement, je voulais en venir à ça, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps. Il y a également dans ton livre un témoignage passionnant, c'est vrai, c'est passionnant, sur l'expérience que tu as connue au sein des mouvements charismatiques. Et là, on peut dire que ton enthousiasme est au moins prudent, non?
Oui, parce que je crois que ce qui était intéressant, c'était la dimension eschatologique du mouvement charismatique, c'est-à-dire son côté un peu fin des temps. Hein, bon, et il se trouve que, à ma connaissance, à mon avis, c'était quand même assez, ça a été, disons, tout doucement récupéré par l'Église institution. Et aujourd'hui, je crois j'ai lu quelque part que dans 10 ans, il y aurait 3 prêtres sur 4, 3 jeunes prêtres sur 4 qui est issus des groupes de prière. Donc c'est vrai qu'il y a eu une espèce d'absorption et une intégration, donc une perte de tout l'aspect, disons, l'aspect prophétique. Ce qui m'intéressait, c'était l'aspect prophétique. Mais il y a quand même plus grave que ça. C'est qu'à un moment, si je me souviens bien de la lecture de mon livre, il y a un moment où tu te demandes si tous ces exercices de parler en langue, oui, toutes ces manifestations... non, le parler en langue, je ne le mets pas en cause. Ce que je mets en cause, ce sont ces gens qui, tout à coup, prophétisent. Et voilà. Je dis, ce qui m'inquiète, parce que c'est vrai, c'est quand même les origines, ce que j'appelle les origines suspectes. C'est l'origine californienne. La Californie, c'est quand même, c'est tout ce qui est New Age et tout ça. Et là, je dis attention. Maintenant, qu'en est-il au niveau du groupe de prière je ne sais, de Bayonne, de Pau, ou de Bordeaux, je ne sais pas. C'est toujours un peu la même chose. On a l'impression qu'il y a des gens de valeur, des gens de bonne volonté profonde, des gens qui sont portés par la charité, par l'espérance et par la foi, et qui sont manipulés, en fait, trompés, grugés par un système. Moi, je crois que c'est l'époque qui veut ça. C'est l'époque qui veut ça. Cette espèce à côté d'une masse de gens indifférents, de gens, des gens un petit nombre qui manifestement œuvrent dans le sens de la contre-initiation, ou même quelquefois à la limite du satanisme, oui, ou de la démarche, disons, ultra-faustienne, et puis un petit nombre de l'autre côté qui contrebalance ça, et probablement des gens qui sont très évolués, très loin dans leur, parlons chrétien, dans leur sainteté, mais en tout petit nombre. Et peut-être que l'un équilibre l'autre. Merci Jean. Alors, le titre de ce livre, c'est La lumière de la liberté. Il est paru chez Guy Trédaniel. Et moi, même si les propos de Jean Currichette ont pu vous surprendre, vous choquer, je suis obligé de vous recommander de la lecture de ce livre parce que c'est un livre qui est écrit par un homme libre. C'est-à-dire vraiment quelqu'un qui est totalement libre, totalement affranchi de toutes les conventions, de tout consensus, de toute prosternation et tout. Il dit ce qu'il a à dire, il ne le dit pas pour faire plaisir, mais c'est passionnant. Moi, j'ai jamais rien lu de tel sur la maçonnerie, jamais. Et je n'ai jamais rien lu de tel sur les charismatiques, parce que c'est absolument sans complaisance, vraiment sans complaisance, et sans concession, sans aucune concession, et sans haine. Il n'y a pas un mot de colère ou même d'amertume, et c'est assez prodigieux. Voilà, et puis je voudrais remercier Jean Currichette d'être mon ami, parce que même si on n'est pas toujours d'accord, même si on a des différences, qui sont d'abord des différences liées à des expériences qui n'ont rien à voir, enfin moi j'ai pas mis ma peau au bout de mes idées, jamais, je me flatte d'avoir un ami qui s'appelle Jean Currichette. Merci. On va se donner des raisons d'être heureux avec mon excellente camarade Marie-Josée de Bravoura. Amie. Oh non, quand même. Bon, alors Marie-Josée, j'aime bien vous inviter à cette émission régulièrement parce que vous nous expliquez toujours pourquoi en fait, c'est un peu pourquoi on vit une époque formidable. Oui, je comprends pas d'ailleurs pourquoi les auditeurs étaient si tristes que ce monsieur raconte des choses. Là, ils vont être d'accord. Avec vous, sûrement, oui. Oui, d'autant que vous nous dites que vous avez une préoccupation qui est constante chez vous, c'est de retrouver vos racines. Alors, oui. C'est vraiment pourquoi si important de retrouver ses racines selon vous moi, c'était une préoccupation latente, mais que je ne formulais pas. Et puis depuis que j'écoute la radio, que je regarde la télévision, que je lis les journaux, je sais pas, tout le monde recherche ses racines. Il paraît que tout le monde doit trouver ses racines. On n'arrête pas de parler de racines. Alors je me suis dit c'est curieux, on n'a jamais parlé de racines depuis qu'on les perd tous, nous les Français. Mais alors j'ai compris, c'est que ce sont pas les nôtres qu'il faut chercher et qu'il faut retrouver.
Il faut de toute façon retrouver des racines. Mais il ne s'agit pas des nôtres. Une fois qu'on a compris ça, ça a été une révélation parce que je suis allé avant-hier à Ponto Combo. Ah oui. Alors, vous connaissez Ponto Combo? Oui, bien sûr. On va à Ponto Combo et on a tout compris de la France profonde. Ça veut dire que là, les seules racines qui soient, elles sont pour un cèdre énorme qui s'appelle Allende. Alors là, on a tout compris. Là, alors, ce ne sont pas nos racines qu'il faut rechercher. Après, j'ai écouté une émission à la télévision où il y avait la dame qui a organisé, je crois, le premier étage du Louvre, qui a dit que c'était l'étage le plus important, qu'il était dévolu à l'art musulman, parce qu'il fallait que les Maghrébins de France retrouvent leurs racines. Alors là, j'ai compris pourquoi les racines. Puis alors après, j'ai entendu M. Kouchner qui disait, qu'il fallait faire une télévision, je crois, pour les Maghrébins, pour qu'ils retrouvent leurs racines. Alors, que les auditeurs se réjouissent, il n'y a pas de problème, on va retrouver plein de racines, ça va pas être les nôtres, c'est pas grave. Moi, je trouve qu'en dehors des pissenlits, c'est à peu près les seules racines qu'on va se retrouver. Oui, cela dit, il y a quand même un avantage dans le fait de proposer aux diverses ethnies qui sont la chance pour la France de retrouver leurs racines, c'est qu'en général, ces racines, on les retrouve dans le verger. Non, parce qu'ils ont construit les HLM sur les plus belles terres arables. Oui, j'entends bien, mais le verger dans lequel eux plongent leurs racines, il n'est pas dans nos terres arables à nous. Ah oui, alors ça va. Il est dans des terres qui sont arables, mais d'une autre manière. Dites-moi, je vois que vous êtes également enchanté de la situation générale des petites et moyennes entreprises. Ah oui, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Normalement, on parle des paysans comme il n'y en a plus. Alors comme ça, il n'y a pas de problème. J'ai entendu l'autre jour quelqu'un dire que ça allait bien pour les paysans. En général, ils donnent toujours comme exemple une très très grosse entreprise qui est censée faire de la paysannerie, n'est-ce pas? Et qui est déjà à l'échelon du nouvel ordre mondial. Et alors là, il m'a semblé que pour les petites et moyennes entreprises, c'est bon, ça s'arrange parce que ça va être très clair maintenant. J'ai entendu à la radio que, je crois que c'est la Chambre de commerce de Paris qui va monter sur système informatique une nouvelle structure. Dès qu'on dit des structures, vous savez, ça fait comme les commissions, on sait que c'est nocif et que ça coûte très cher. Mais là, ça va être une nouvelle structure où n'importe qui va pouvoir avoir des renseignements sur toutes les petites et moyennes entreprises. Ça veut dire que autrefois, les petits patrons, même maintenant, quand ils ont un gros problème de trésorerie, ils essayent en général de le cacher pour qu'on puisse quand même avoir des marchés. Et ben alors là, c'est exactement comme si on disait à un chat exactement le nombre de souris qui sont malades, celles qui sont un peu blessées, où elles se trouvent, et que s'il les aide un peu à moins bouffer, il les aura pour pas grand-chose. D'accord? Moi, je trouve que c'est bien. Là, ça va clarifier le problème très rapidement. C'est de l'eugénisme social, c'est pas mal. Ah oui, oui, ça c'est bon. Et puis alors, alors, je sais pas où vous avez trouvé ça, mais il paraît qu'on rigole beaucoup en politique, on s'amuse au moins autant que Radio Courtoisie. Bah oui, moi je pensais qu'on avait quand même une meilleure carte que le reste de la France, bah pas du tout. Non, pas du tout, parce que pour le moment, en France, ils sont encore... Alors, au moment où ils donnent les chiffres de toutes les entreprises qui meurent chaque jour, en même temps, si vous ouvrez la radio, la télévision, n'importe quoi, nos chefs s'amusent. Ça veut dire que là, c'est plus le chat et la souris, c'est la course vous savez, de n'importe quoi d'ailleurs, de la tortue, du lièvre, de n'importe quoi. C'est la danse sur le volcan. C'est la danse sur le volcan. Donc, pour le moment, le seul problème, c'est de savoir si, par hasard, Monsieur Balladur, si les sondages n'arrivent pas à tenir assez longtemps, arbitrairement, ils ont envie tout d'un coup de laisser échapper la vérité, ben, ils risquent de se casser la figure sur la deuxième peau de banane de la cohabitation. À ce moment-là, Monsieur Chirac, lui, il a prévu, paraît-il, un plan politico-policier extraordinaire pour lui prendre la place au moment où il aura chuté sur la peau de banane. Et on sait qu'en même temps, il y a M. Delors qui s'est mis au vert, on n'entend plus parler. Et comme chacun sait que les Français... Non, mais il va revenir comme un candidat neuf. Donc, à mon avis, il y a un truc qui est formidable, c'est que sur radio... Alors ça, c'est formidable, c'est sur radio classique. J'ai entendu que la seule manière pour sauver les Français, c'était une révolution économique et culturelle, mais qu'aucun chef de parti, bien que conscient de la nécessité, ne voulait endosser la paternité de cette révolution. Ben, je pense qu'en s'y mettant à trois, il n'y a aucun problème, ils vont nous la donner sur un plateau. Merci Marie-Josée. Et je terminerai sur cette intervention d'un auditeur. À quand la révolution? Le temps des discours semble caduc, il faut passer à l'action directe. Monsieur de Beketch, une date, un lieu pour la bataille. Alors, d'accord. Alors donc, demain à 6h, devant le monument aux morts de la gare Saint-Lazare, amenez vos fusils, bien entendu. Parce qu'il n'est pas question de faire la révolution sans fusil. Et avec des valises. Oui, des valises surtout. Et prenez des brosses à dents et un pyjama propre pour la santé. J'ai également à dire que l'atelier de l'éclipse dronera le jeudi 3 février 1994 à 21h une conférence d'André Figueras sur le centenaire de l'affaire Dreyfus. Alors là, ça va pas être mal, je crois.
Ils vont en parler, c'est ça? Ils vont en parler, oui. Mais non, il a des choses à dire, Figueras. Puis c'est passionnant, il a fait un livre passionnant sur l'affaire Dreyfus. Et il viendra d'ailleurs nous voir mercredi prochain, pas pour parler de l'affaire Dreyfus, mais pour parler d'une affaire extrêmement rigolote, dont je vous réserve la surprise. Vous allez voir, c'est une affaire qui peut déboucher sur un gros truc. 20 février. Je vous souhaite une bonne fin de soirée si vous continuez à écouter. Et puis à la semaine prochaine, et d'ici là, que Dieu nous garde, mais moi tout spécialement.